Le streaming, c'est la capacité de pouvoir voir du contenu uniquement avec un accès Internet. L'exemple le plus simple et que tout le monde a en tête, c'est Netflix. Netflix, c'est l'exemple même du streaming. C'est ce qui vous permet d'accéder à du contenu en ayant uniquement un accès Internet. Précédemment dans le bureau des légendes. Présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Top Landais qui vient de finir sa mission. Le streaming, c'est la télé de demain qui est maintenant à disposition sur n'importe quelle plateforme, à la demande, et qui peut être personnalisée suivant les goûts de chacun. Pour des raisons d'ordre personnel, je ne serai pas candidat. New information has come to light. Parmi les derniers nés des plateformes de streaming, Play Suisse, le site et l'application qui propose fiction et documentaires produits ou coproduits par la SSR, à l'exception de l'actualité et du sport. Play Suisse, c'est une plateforme qui décloisonne le paysage culturel suisse. C'est la possibilité pour un roman de découvrir les documentaires, les films, les séries alémaniques et tessinoises, et vice-versa. Pour trouver Play Suisse, comme la plupart des plateformes de streaming, il faut faire preuve d'un peu de savoir-faire. Play Suisse est disponible sur le web, est disponible sur une Apple TV, est disponible sur les Android TV également, est disponible sur votre téléphone mobile, iOS, Android, sur tablette. Pour se connecter avec son ordinateur, c'est assez simple. Il suffit d'aller à la bonne adresse Internet. Pour se connecter avec son téléphone portable ou une tablette, il faut avoir installé l'application de la plateforme qui nous intéresse. Pour accéder à une plateforme de streaming sur son téléviseur, là, il existe plusieurs possibilités. On peut trouver les applications sur les pages de son fournisseur TV, comme UPC, Swisscom, Salt, Sunrise TV ou d'autres. Sur une Smart TV de génération récente, il faut installer les applications souhaitées si celles-ci ne sont pas déjà installées. Sinon, il faut utiliser un boîtier qui connecte un téléviseur à Internet, comme une Apple TV, une Android TV, un boîtier Chromecast ou d'autres. Et là, il faut installer les applications des plateformes qui nous intéressent. Comme les autres, Play Suisse a donc dû développer une version de son application pour chaque support ou chaque marque de Smart TV. Et au lieu de se mettre en haut, finalement elle vient se mettre en bas et en haut j'ai tous les trucs que j'ai déjà vus. On a fait beaucoup de recherches pour comprendre quelles sont les interfaces aujourd'hui. Nous avons comparé toutes les offres et puis nous sommes arrivés effectivement avec cette proposition que vous découvrez ici, qui est finalement assez proche de ce que les gens ont l'habitude de consommer avec Netflix. Play Suisse est gratuit, ou plutôt est déjà payé par la redevance, mais il faut quand même s'inscrire pour accéder au contenu. Il faut s'inscrire parce que l'idée c'est de pouvoir vous offrir en fait une offre personnalisée, une offre qui vous est propre à travers de la recommandation et des fonctionnalités qui vous permettraient par exemple d'ajouter certains contenus dans votre liste pour les regarder plus tard entre autres. Le marché de la vidéo à la demande a commencé avec les vidéoclubs, les cassettes VHS, puis les locations de DVD. Éric Grignon a connu toutes ces étapes avant de devenir le directeur de Sky Suisse. La société était avant une location de DVD par Internet qui s'appelait DVD Fly. Alors c'est un marché qui disparaît, donc on a été forcé de se réinventer. Voilà. On est parti dans le streaming. On a créé une société qui s'appelait Holystar, qui faisait de la location de films. Et puis en 2017, on a été racheté par le groupe Sky. Sky est implémenté en Europe, est très fort en Europe, en particulier dans le sport. Donc c'est très naturel qu'on a développé notre offre de Sky Sport et qu'on est venu tout de suite ensuite, dès 2017, en offrant tout le contenu sportif de Sky. Donc non seulement on a des ambitions dans le sport, mais aussi dans la fiction, donc dans la série et dans le film. Et donc c'est le contenu de Sky maintenant qu'on amène en Suisse, en fait, qu'on n'avait pas l'occasion d'avoir quand on était au Holystar. Installé dans les Hauts de Neuchâtel, Sky Suisse emploie une quarantaine de collaborateurs. Parmi ceux-ci, Denis Gallinger, qui vérifie la qualité de la réception des flux. Là, je vérifie que le flux s'adapte, que le flux se lance et qu'il n'y a pas des problèmes de qualité au niveau de l'image. Et ensuite, je vais tester les différents événements sur les différents devices pour vérifier que tout fonctionne en essayant de couvrir un maximum les possibilités en fait, des clients. Pour la fiction, films et séries, Sky s'adresse essentiellement à la partie germanophone de la Suisse, puisque l'entreprise gère principalement des droits en anglais et en allemand.
Alors, mes occupations au sein de la boîte, c'est qu'on reçoit les sous-titres de Sky Allemagne et Sky UK et de certains studios. On les reçoit, on les traite, on traduit si on peut. Et par la suite, on synchronise les sous-titres, anglais, allemand, ça dépend des langues qu'on reçoit. Combien de temps ça prend? Combien d'épisodes vous faites en une journée? En une journée, je dirais entre 30 et 40 épisodes. Avec le streaming, les flux peuvent être singulièrement personnalisés. Non seulement on choisit sa langue, mais dans le domaine du sport, on peut par exemple choisir son commentateur, opter pour une caméra en particulier ou d'autres détails spécifiques. Donc nous, ce qu'on a implémenté, c'est un projet où on a inclus les statistiques directement dans notre player télé, qui fait qu'un utilisateur qui regarde un match, il peut directement, en peu de clics, accéder à des statistiques qui correspondent évidemment au match qu'il est en train de regarder. Chez Canal+ aussi, l'offre de sport en streaming personnalisé est un vecteur majeur. Mais le groupe français est passé maître aussi dans l'art de composer des menus complets sur des vecteurs différents, la TV classique et le streaming. Les deux sont complémentaires, c'est que ce qu'on fait en linéaire, et aujourd'hui Groupe Canal, on est éditeur de chaînes. On crée nos propres chaînes, comme Canal+, comme Ciné+, comme Golf+, beaucoup de chaînes qui ont un plus. Vous avez une ligne éditoriale. Et de cette ligne éditoriale, vous allez retrouver l'ensemble du contenu de manière non linéaire, sous forme de catalogue que vous allez pouvoir consommer quand vous voulez. Mais l'un est complémentaire avec l'autre. La recette est appliquée par tous les acteurs. Chez Play Suisse, on joue aussi entre diffusion linéaire et streaming, avec cette particularité. Les séries peuvent être vues d'une seule traite, plus besoin d'attendre un nouveau rendez-vous pour les prochains épisodes. On essaie d'exposer les épisodes tout d'un coup, ce qu'on appelle le binge-watching, parce qu'on a remarqué dans les usages que les gens aiment pouvoir regarder les épisodes à la suite si ils ont le temps et s'ils le désirent. Finalement, on adresse des publics qui n'auraient pas nécessairement été le regarder pendant la programmation linéaire à la télévision, et on complète ces deux publics, finalement, en leur proposant une offre à la carte, qu'elle soit à la télévision ou sur les plateformes. Play Suisse existe depuis novembre et les premiers retours sont encourageants. La série alémanique Frieden, le prix de la paix, sous-titrée et traduite dans les langues nationales, semble plaire au public roman. E la normale produzione di stoffe continuerà in parallelo. E I nuovi brevetti? Dobbiamo acquisirli. Des Américains? J'ai tout calculé minutieusement. Met 400.000 francs, ça devrait alles kunnen financieren. Quand les investisseurs devraient-ils recevoir leurs dividendes? Sarà pagina 5. Se il mercato continuerà a crescere in questo modo, dal secondo... Pour accéder à ces plateformes, il faut s'abonner. On fait un petit tour d'horizon des conditions d'abonnement avec vous, Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Alors, on va parler du prix de certaines plateformes. On part de la moins chère et on va jusqu'à la plus chère. Oui, alors il faut savoir que le prix ne fait pas tout. Ça dépend de la taille du catalogue et puis de ce qui est proposé dans ce catalogue. On commence avec Apple TV, un catalogue assez restreint par rapport au poids lourd du marché, avec des productions originales Apple, mais pas de vieilles séries cultes, par exemple. Oui, tout à fait. Alors là, on a droit à 7 jours d'essai gratuits. Et c'est la plateforme la moins chère, 6 francs par mois. On a la possibilité de partager les accès entre 5 membres de la famille. Disney+, alors là évidemment il y a toute la panoplie des dessins animés Disney, les Marvel Comics, la Guerre des Étoiles, mais aussi les Simpsons par exemple, donc une force de frappe importante même si ce n'est pas le plus large des catalogues. Oui, 7 jours d'essai gratuits. Alors attention, ces jours d'essai gratuits, que ce soit 7 ou 30, il faut penser à se désabonner avant la fin des jours d'essai. Autrement, vous allez partir dans un abonnement payant automatiquement. Donc 7 jours d'essai gratuits, 9,90 francs par mois chez Disney. Vous pouvez avoir un abonnement à presque 100 francs par an et 4 écrans simultanés si vous le souhaitez. Amazon Prime ensuite, alors une offre de films pléthorique et puis quelques centaines de séries. Oui, 30 jours d'essai gratuits, moins de 10 francs et puis un visionnement possible sur 3 appareils. Netflix, bien sûr, catalogue très vaste, environ 1500 séries de toutes les époques, de tous les genres, et puis des milliers de films aussi. Exact, et vous pouvez les regarder pendant 30 jours gratuitement. Après, ça vous coûte 11,90 francs en version SD, donc standard, avec un accès. Si vous voulez de la HD, vous devez passer à une version payante, par exemple, comme celle à 21,90 francs par mois, qui vous donne 4 accès différenciés. Sky Show, dont on a beaucoup parlé dans le reportage, avec une offre essentiellement en allemand et en anglais. Essai gratuit, 7 jours, 14,90 par mois, 2 accès simultanés.
Pour terminer, MyCanal qui mise beaucoup sur la production française. Oui, là, on a aussi droit à 30 jours d'essai. Le prix par mois, ça commence à 19 francs, jusqu'à 3 accès simultanés et ça peut varier selon l'opérateur choisi. Et puis, il y a aussi une multitude de petites plateformes de streaming. Bien sûr, vous avez des plateformes spécialisées dans le théâtre, les documentaires, les films d'auteur et le cinéma bulgare ou d'animation, par exemple. Et la liste de ces petites plateformes sera disponible sur notre site internet abe.ch. Merci beaucoup Stéphane, à la semaine prochaine. Et sur notre site, eh bien, vous retrouverez aussi un tableau comparatif très détaillé des offres d'une vingtaine de services de streaming. Depuis 2014, Netflix règne sans partage sur le marché suisse. En 2020, la plateforme comptait plus de 2 millions d'abonnés, mais le marché bouge. Amazon, Apple, Disney, Canal+ ou Sky se battent aujourd'hui pour lui piquer des clients. Leurs atouts, ce sont bien sûr des séries exclusives. Au début, il y eut Netflix, devenu mondial en quelques années à peine. Aujourd'hui, d'autres géants s'installent sur le marché du streaming. Amazon Prime, Disney+, HBO Max, pour n'en citer que quelques-uns. Et dans cette partie, chacun abattra ses cartes selon ses atouts. Alors, c'est pas une guerre commerciale, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle façon de consommer. Donc, quand c'est nouveau, il y a plein d'acteurs qui arrivent. Ce qui est normal, c'est qu'on a un changement technologique. Les chaînes TV perdent de l'audience, d'accord ? Par contre, les chaînes de streaming en capturent. Donc, il y a plein d'offres qui se créent. On n'a pas une seule chaîne TV en Suisse, on en a plusieurs. On n'a pas une seule solution de streaming, on en a plusieurs. Et aujourd'hui, il y en a qui vont prendre, il y en a des majeurs qui vont prendre des grosses parts de marché, qui vont devenir des espèces de portails de streaming généralistes. Puis il y en a qui vont prendre des niches, qui vont se focaliser sur des documentaires, qui vont se focaliser sur peut-être du contenu plus de cinéphiles. Par exemple, une plateforme de streaming juste pour les enfants. Ne sont pas vraiment des concurrents. Pour nous, c'est des plateformes complémentaires. On ne va pas chercher à concurrencer Netflix sur des contenus internationaux à gros budget. On n'en aurait pas les moyens. On ne va pas se positionner sur de l'achat de contenu de séries américaines pour Play Suisse. Ce n'est pas notre vocation. Par contre, je pense que Netflix, Amazon, Sky, etc. auront aussi beaucoup de difficultés à venir nous concurrencer sur le contenu suisse. On bénéficie un petit peu de notre désavantage de petits pays suisses complexes et multiculturels, en ce sens que Netflix s'intéresse finalement peu à nous et on retrouve peu de programmes suisses sur les plateformes internationales. Alors, il y a une concurrence qui est en train de s'accélérer, parce qu'on pense tous à Netflix, mais c'est aussi Disney+ qui vient d'arriver. C'est Warner qui arrive, c'est Comcast dans la foulée, c'est des gros acteurs américains qui sont extrêmement intéressés par ce qu'on appelle le direct to consumer, c'est vraiment la capacité de commercialiser du produit directement auprès du client final. 414 sur 2 deuxième, caméra A et B. Produit phare en télévision, la série TV captive tous les publics du monde. En Suisse aussi, la production s'accélère, comme ici sur le tournage de La chance de ta vie. Regarde la porte, Umberto. Et le streaming vient encore booster cette production originale. On va pas gâcher toutes ces viennoiseries. Allez les enfants, allez manger. Pour tirer son épingle du jeu et fidéliser le public, les plateformes de streaming, et certaines le font depuis longtemps, doivent proposer des contenus exclusifs. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ah, c'est capital. C'est capital parce que c'est la marque de fabrique du groupe. On a un groupe francophone, même si on est présent dans une quarantaine de pays, on a un côté latin dans notre production. Suspension de séance, merci. Filature, intimidation, tu te prends pour qui? En politique, l'amitié est votre pire ennemi. Je ne suis pas certain que ce soit un film qui ait pu être fait par des studios américains. Donc là-dessus, il y a une vraie marque de fabrique, il y a une vraie différenciation, et c'est ce que viennent chercher nos abonnés. Votre Majesté... Dans le monde, Netflix investit près de 20 milliards de dollars par année en production originale. Mais les nouveaux concurrents, Disney+ ou Sky, qui appartient au groupe Comcast Universal, ont aussi une force de frappe considérable. En Europe, on est le plus gros producteur, donc on produit beaucoup plus en Europe des séries européennes en fait que Netflix. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Le streaming est parti avec des séries américaines, avec beaucoup de choses qui venaient des États-Unis. Aujourd'hui, c'est en train un petit peu plus de se morceler, de se développer au niveau de l'Europe.
et nous-mêmes ici, Sky Suisse, aujourd'hui non seulement, on a déjà plus de 30% de notre catalogue qui est européen, mais on essaye même aujourd'hui maintenant de produire en Suisse pour offrir des séries suisses. La nouvelle série événement, création originale Canal+, Baron Noir, en exclusivité. La différence, elle repose dans la capacité à proposer du contenu qui soit exclusif. C'est notre cas, c'est les créations originales Canal, c'est le cinéma 6 à 9 mois après la sortie en salle qui se fait sur Canal, mais de la même manière Netflix ou Disney gardent leur contenu dans leur application de manière à avoir quelque chose d'exclusif qui va attirer, qui va donner envie de s'abonner à telle ou telle offre. Le prix des abonnements de streaming payants s'étale de 6 à près de 60 francs par mois, selon les formules. Multiplier les abonnements peut donc devenir assez cher. Pourtant, des solutions avantageuses se profilent. Le problème, c'est qu'il faut s'abonner à plusieurs services. Et donc, ce qu'on va voir se développer de plus en plus, c'est des agrégateurs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le sport, où on offre la possibilité de prendre MySports et Blue sur Sky Sport. C'est justement d'agréger une offre qui permet de s'abonner chez un et puis d'avoir accès au contenu des autres. Donc c'est une espèce de concurrent, mais de concurrent en partenariat, où avec un seul login, un seul password, on puisse, un seul mot de passe, on puisse avoir accès à toutes ces séries. Donc au final, vous avez un endroit où vous pouvez vous abonner à un ensemble de contenus, proposer quelque chose qui, à la fin, va être moins coûteux pour le consommateur final, plutôt que de s'abonner directement à droite à gauche. Il faudra tirer les bonnes cartes pour s'y retrouver dans ces agrégations et autres alliances. Parce qu'aujourd'hui déjà, selon sa localisation, on peut trouver des productions Netflix chez Canal+, ou chez Sky, et vice-versa. Alors ça, c'est un petit peu la question des droits. Les droits sont négociés en fonction du mode de diffusion. Si on acquiert des droits pour la télévision linéaire, ça ne veut pas dire qu'on en a l'utilisation pour l'Internet, pour la diffusion en streaming. C'est des droits séparés. Même Netflix va faire ce qu'on appelle du cherry picking. Ils vont aller prendre les droits pour certains territoires et pas d'autres. Je prends l'exemple de la série Station Horizon. Elle a été diffusée sur Netflix aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, mais pas en Italie, pas en Espagne. Le streaming va-t-il signer la fin de la télévision linéaire? C'est une question qui lance un vaste débat, mais certains ont une idée arrêtée sur la question. Donc oui, ça va disparaître. Par contre, le contenu de la télévision, ce qui est produit par la télévision, ce qui est produit par la RTS, non, évidemment pas disparaître. Elle sera juste diffusée sur d'autres plateformes qui ne seront plus des chaînes linéaires, mais qui seront des plateformes de streaming. Début novembre, Netflix a pourtant lancé, en France exclusivement, un essai de chaîne traditionnelle, en continu. L'idée est de faciliter la tâche de ceux qui peinent à choisir un programme. Les séries sont donc au cœur du business model de ces plateformes. Pour en parler, le plaisir de recevoir Nicolas Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au temps, spécialiste S-séries. Alors justement, la multiplication de ces plateformes de streaming, comment est-ce qu'elle a influencé l'offre de séries ? Alors, elle a déjà fait exploser l'offre en termes simplement quantitatifs. Ces plateformes produisent de plus en plus de séries. Netflix a des budgets de production entre les films, les documentaires, les séries documentaires qui sont en croissance de plusieurs milliards de dollars chaque année. Et ça signifie donc que pour le consommateur, il y a tout simplement une explosion de l'offre. Et elle est encore plus importante, cette explosion de l'offre, que vous avez un effet véritablement boule de neige. C'est-à-dire que les diffuseurs classiques, les chaînes de télévision, privées, publiques, même la SSR a annoncé vouloir produire davantage de séries. Donc il y a un effet d'entraînement. France Télévisions veut clairement augmenter le nombre de séries qu'elle produit. Alors on parle beaucoup des séries fabriquées par les plateformes, des séries comme House of Cards, Mandalorian, Morning Show. Mais ce qui est très stratégique, ce sont aussi les vieilles séries, les séries cultes qu'il y a dans le catalogue des diffuseurs. Bien entendu, c'est l'autre partie de la bataille du streaming, en fait, la partie qui est peut-être un petit peu moins connue pour l'instant, en tout cas, parce que on va en parler de plus en plus. On parle beaucoup de ces plateformes pour les séries de prestige qu'elles produisent, mais
le public de ces plateformes de streaming consomme énormément les séries de catalogue, comme on dit, c'est-à-dire de patrimoine, ce qui est... Donc si vous avez Friends, si vous avez les Simpsons, vous allez attirer des clients. Bien sûr, ça n'est pas un hasard si Disney, en lançant sa plateforme aux États-Unis comme en Europe, a mis en avant Marvel, Pixar, les productions Disney, et tout à coup les Simpsons, qui relèvent, si vous voulez, d'un point de vue un peu capitalistique d'un autre domaine, c'est le fonds de Fox, mais ils l'ont immédiatement mis en avant parce qu'ils savaient qu'avec ça, ils allaient faire des abonnés, et alors ça a clairement marché dans leur cas. Pour conclure, toute cette nouvelle offre de séries pour le consommateur, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte? Ça provoque quand même une relative concurrence en termes de qualité, ou en tout cas, disons, d'audace ou d'originalité, parce qu'il faut vraiment se démarquer du concurrent. Ça aussi, évidemment, pour effet, alors ça, c'est un effet que certains commencent déjà à redouter et à déplorer, disons, une fragmentation des plateformes, puisqu'il y en a de plus en plus. Nous aurons bientôt en Europe HBO Max, nous aurons peut-être Hulu, ou alors elle est intégrée à Disney, il faudra voir, mais on en aura de plus en plus de ces plateformes. Et donc, évidemment, il devient assez difficile d'abord de s'orienter sur quelle plateforme est diffusée telle ou telle série dont on me parle à la cafétéria quand on n'est pas en télétravail. Et évidemment, ça signifie aussi forcément dépenser de plus en plus d'argent pour s'abonner à de plus en plus de services. Aux États-Unis, les amateurs de ces plateformes sont passés de 3 à 5 abonnements payants l'année passée. Il y a évidemment un peu de mesures de confinement qui jouent à ce niveau-là, mais par contre, évidemment, le risque pour les plateformes, c'est que les gens vont commencer à se désabonner de manière assez forte et à devenir extrêmement volatiles d'une plateforme à l'autre, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Dufour. Merci. On vous souhaite une excellente soirée du côté de Lausanne. Merci. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. La K-Box promettait à ses clients des milliers de séries et des films en streaming à l'aide d'un petit boîtier. De quoi séduire de nombreux foyers romans. Et puis en novembre dernier, ils ont découvert que c'était du piratage. Alors, que risque-t-il? Explication. À Morgin, chez les Pérou, on a la zapette agile. Pour faciliter le streaming, Christiane Pérou a fait l'acquisition d'une boîte baptisée K-Box. L'appareil permettait de faire son choix parmi des centaines de films et de séries. Je me suis dit pour ma retraite, que je prenais le 3 juillet, on s'offrait la K-Box. C'est pas un gros investissement, hein. Très exactement, j'ai payé 168 francs, câble de connexion compris. Et puis, c'était sur le conseil d'une copine. On va boire tous les matins le café au village. Et puis, on parlait de ses programmes de télé. Et puis, elle me dit, mais la K-Box, c'est super. Est-ce que c'est légal? Elle m'a dit, oui, oui, pas de problème. On peut l'acheter partout. Y a pas de souci. Et puis, moi, ce qui m'a confortée dans le fait que c'était légal, c'est que j'ai vu de la pub régionale. Après, il y avait des trucs un peu bizarres. On voyait que ça avait été copié sur une chaîne parce qu'on voyait l'image de fin de publicité quand il y a la coupure publicitaire au milieu d'une série. Puis on voyait la fin de la publicité. Donc on se disait, tiens, bon, bah, ça a été copié, mais bon, on le savait. On ne savait pas que c'était illégal. Novembre 2020, une opération policière internationale met fin à plusieurs années de commercialisation de la K-Box. Le site internet est scellé, son principal promoteur arrêté. Alors, il n'y a plus rien qui marche. En fait, on a entendu parler à la télé du fait que c'était pas légal. Puis quand on a voulu regarder, effectivement, ça s'était interrompu. On pouvait plus, on n'entrait plus dans les programmes. On n'avait plus de propositions, ni de films, ni de séries. Intriguée, Christiane Pérou a alors écrit à bon entendeur. En fait, j'avais 2 questions. Ma première question, c'était, est-ce que moi, je suis dans l'illégalité en ayant acheté de toute bonne foi la K-Box? Parce qu'en fait, ce qui m'a conforté dans le fait que j'étais de bonne foi, c'était la pub. Et puis c'était, dans le magasin, c'était présenté pas derrière le manteau, comme on pourrait le croire, mais on exposait dans le magasin. Je me suis demandé si moi, j'étais punissable pour avoir acheté quelque chose d'illégal. Puis la deuxième chose, bon,
un peu avec humour quand même, parce que pour 168 francs, c'est pas trop grave. Est-ce que je peux me faire rembourser un produit que je ne peux plus utiliser? Vous avez essayé? Non. Non, non. Oui, j'ai posé la question quand j'ai rencontré le propriétaire du magasin. J'ai posé la question comme ça, il a dit que non, il ne remboursait pas. Le piratage vidéo dans le monde est à l'origine de milliards de francs de manque à gagner pour les auteurs et les détenteurs de droits. On estime qu'en Suisse, un tiers des utilisateurs au moins a utilisé du contenu piraté, que ce soit de la musique, des films, des séries ou des jeux vidéo. Canal+ a vu ses contenus largement distribués par la K-Box. La chaîne a donc été une des premières à porter plainte pour piratage. Le piratage, c'est un fléau monumental. Ça concerne le groupe Canal, mais ça concerne tous les acteurs. Tous les acteurs de streaming sont concernés par le piratage. Et on estime le préjudice pour le groupe Canal à plusieurs centaines de milliers d'abonnés et plusieurs centaines de millions d'euros ou de francs de manque à gagner pour le groupe. Chaque fois qu'on va identifier un cas qui nous semble suspect, on va l'analyser. Et si l'enjeu est pertinent, on va porter plainte. Surtout quand on est dans des logiques industrielles, dans des logiques de business, quand on est dans des logiques de vente où on va faire des affaires, on va vendre du contenu qui est du contenu piraté. Ça, c'est des choses qui nous ulcèrent et quand il y a nature à porter plainte, on n'hésite pas. Chez Nagra Kudelski, non seulement on lutte pour protéger et sécuriser les contenus, mais l'entreprise traque aussi inlassablement les auteurs de ce qui est considéré comme du vol, comme dans l'affaire K-Box. On s'est simplement transformé en utilisateur de la K-Box. On a acheté une et on l'a testée. Et par du matériel de capture de signal, on a simplement regardé de quelle adresse IP ces contenus étaient envoyés. Les adresses IP correspondent à des serveurs physiques installés dans des endroits aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Sur le plan technique, l'opération était assez simple finalement d'identifier la provenance des contenus et finalement de s'apercevoir qu'il s'agissait d'une mini-station télévision qui par ailleurs diffusait même de la publicité locale. Bonjour, je vous présente rapidement dans la K-Box, rien de plus simple et beaucoup de plaisir. K-Box, pour partir de la Suisse, avait à peu près vendu 20 000 boîtiers. 20 000 boîtiers, un boîtier par famille, on parle déjà rien que pour la Suisse romande, peut-être de 65-70 000 utilisateurs de ce boîtier. C'est non négligeable hein, pour un petit marché comme la Suisse romande. Des K-Box, il y en a dans le monde entier et il y a aussi des opérations pirates qui sont beaucoup plus importantes en termes d'utilisateurs. Dans de nombreux pays, Nagra Kudelski a monté de véritables laboratoires pour observer les plateformes pirates, comme ici à Cheseaux-sur-Lausanne. Ce labo surveille, non pas les consommateurs, mais surveille les serveurs pirates, surveille les services pirates qui diffusent sans droit les contenus qui sont protégés et qui sont marqués par nos technologies. Et finalement, on va identifier ces marques invisibles, ces watermarks, en zappant, en regardant les chaînes que l'on sait sécuriser, que l'on sait marquer par nos technologies. Et on pourra ensuite communiquer à nos clients quels sont les boîtiers, quels sont les abonnements finalement qui sont utilisés pour le partage de contenu. Sur le plan juridique, quelles conséquences? Notre téléspectatrice qui avait acheté une K-Box, Christiane Perrou, risque-t-elle d'être poursuivie? Pour le savoir, nous avons rencontré plusieurs avocats spécialisés, à commencer par Philippe Gilliéron, qui dans l'affaire K-Box défend les intérêts de quelques studios hollywoodiens. Si on se place du point de vue de l'utilisateur, qui est au fond ce qui intéresse le plus certainement vos auditeurs, le fait de streamer un contenu, donc au fond de le consulter en ligne et de l'exécuter, est licite à partir du moment où en fait on a en droit suisse ce qu'on appelle une exception de copie privée pour des utilisations personnelles. Donc aussi longtemps qu'on consomme un contenu comme un film ou une musique uniquement pour soi, au fond, cet acte-là de streaming, il est légalement admis. Même si la source est illicite.
Exact. Même si la source est illicite, et sur ce point, le droit suisse est effectivement différent de législation dans des pays voisins, dont la France, où au fond, seule la consommation privée d'œuvres qui ont été mises à disposition de manière licite est autorisée. L'enquête est toujours en cours et le tribunal devra examiner des points de vue contradictoires. C'est logique, car du côté de l'avocat qui défend les prévenus dans l'affaire Cabox, ses clients ont des arguments à faire valoir. Toute la question qui se pose dans ce dossier, c'est est-ce que le fait de vendre une box, qui est la même chose que par exemple une Smart TV, qui contient des liens vers du contenu protégé par le droit d'auteur, est-ce que ça, c'est un acte qui peut être considéré comme un acte de mise à disposition? Et le cas échéant, est-ce que le fait, sachant qu'en Suisse, le streaming, que la source soit légale ou illégale, on l'a vu, est licite, est-ce que le fait de favoriser un acte licite est punissable? C'est là toute la question. Pour certains experts, le piratage aurait pourtant aussi des avantages, notamment celui de tenir le prix des abonnements de streaming à des niveaux abordables. No, God, please, no, no! J'ai toujours dit une chose, c'est que le jour où on ferait un service abordable, qui marche bien, qui soit disponible facilement, les gens arrêteront peut-être de pirater, parce que c'est compliqué de pirater. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le piratage a tendance à baisser, y compris en Suisse, parce qu'on a un accès à des offres de streaming beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Avec son exception de copies privées, la Suisse reste unique et sous pression internationale. En 2012, la Suisse a été mise sur la liste noire du International Anti-Piracy Caucus du Congrès américain. Mais néanmoins, la Suisse a décidé de maintenir cette exception de copie privée pour le streaming. Donc en réalité, il y a des pressions internationales qui viennent aussi des studios américains, qui viennent des États-Unis, pour que la Suisse adapte sa loi. Madame Pérou peut donc respirer aujourd'hui, et ce n'est pas près de changer. C'est une histoire de dinosaures qui se battent à coups de griffes dans une arène. Jurassic World, un des jeux préférés de Léon, un petit garçon de 10 ans. Le problème, c'est que sans s'en rendre compte, on peut y laisser des milliers de francs. Témoignage recueilli par Maya Cholet. À 10 ans, Léon est un expert des bateaux pirates. Et il aime aussi beaucoup jouer avec le téléphone. Mais les règles sont strictes. Alors Léon, il a droit à 3 heures d'écran par semaine. C'est un peu de moyenne comme ça qu'on lui a donné, que ce soit film, que ce soit jeu. Puis là, récemment, il a commencé à écouter des petites vidéos sur YouTube, la musique. J'adore la musique, donc voilà, j'aime bien partager ça avec lui, je suis assez content. En général, c'est sur mon téléphone. Mais son téléphone, Nicolas en a aussi besoin pour travailler. Il a donc trouvé une autre solution. J'ai récupéré mon ancien téléphone qui a des soucis de batterie, mais qui marche encore à la maison, par exemple. Et puis, je lui ai prêté, je lui ai dit qu'il pouvait écouter la musique sur mon ancien téléphone. C'est un iPhone 6S qui a à peu près, je sais pas, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. C'est un téléphone qui a pas de carte SIM, et donc qui peut fonctionner que sur le Wi-Fi pour aller sur Internet, par exemple. Et je suis à côté de lui, en général, quand il l'utilise. Donc, du coup, j'ai pas pris de précaution. Pour moi, c'est un téléphone qui est désactivé. Et puis, j'ai même pas pensé qu'il y avait mon ancien compte qui était dessus. Léon demande toujours la permission de prendre le téléphone. Nicolas finit par lui donner le code pour éviter de devoir à chaque fois le déverrouiller. Puis, il permet à Léon de configurer son empreinte digitale. Comme ça, même plus besoin de code. Tu vas dans Réglages, il y a Code ou Touch ID. Et imaginons le code, c'est, 6543. Et tu dois mettre 6543, après tu mets OK. Et après là, ça te met toutes les données, genre tu peux déverrouiller, télécharger Apple Store et tout ça, et ajouter une empreinte. Et après, tu mets ton doigt et voilà, après ça te la met. C'était presque un peu un jeu. Enfin, il y avait un petit côté, justement, je sais plus ce qu'on faisait. Et puis, du coup, il était... je pense qu'il était assez fier. C'est un téléphone où lui, il aurait bien voulu l'avoir, donc j'ai toujours dit non. Il m'a demandé une fois de mettre l'empreinte digitale. Puis je me suis dit, en fait, c'est vrai. Pourquoi je lui laisse pas mettre l'empreinte alors qu'il a le code? Pour moi, c'est la même chose, en fait. J'ai cru que l'empreinte digitale était comme le code. C'était juste un raccourci pour éviter de chaque fois taper les chiffres.
Mais en fait, selon la configuration de votre téléphone, dès qu'il est lié à un compte Apple et donc à une carte de crédit, avec un simple petit doigt, vous pouvez débloquer beaucoup d'autres choses. Et un jour, un matin où il n'était pas bien, on ne savait pas trop si c'est en temps de Covid, donc du coup on est un peu précautionneux. Donc voilà, je lui ai dit de rester à la maison par sécurité, même si je pensais que c'était pas grave. Puis c'est un jour où du coup j'ai travaillé à la maison, donc la journée il s'est occupé un petit peu, il a fait des devoirs, il a joué, etc. Donc en fin de journée, il m'a demandé si exceptionnellement il pouvait jouer un petit moment. Et puis je lui ai dit oui, j'avais encore justement 1 heure de travail, donc je lui ai dit bon parfait, comme ça il sera occupé 1 heure, moi je peux finir ce que j'ai à faire. Et puis du coup il m'a demandé de télécharger un jeu sur le téléphone qu'il utilise. Et puis je lui ai dit oui, donc je l'ai téléchargé, donc j'ai mis le code de l'iTunes Store, sans lui montrer évidemment. Et puis j'ai téléchargé son jeu et je lui ai donné le téléphone. Et il est parti tout content avec son jeu. Et 2 jours après, le mercredi, je reçois en fin de journée un petit mail d'Apple, votre facture iTunes Store. Je reçois 1 par mois, donc je ne me suis pas inquiété, j'ai quand même cliqué dessus et je vois vos achats 100 francs. Il y avait 3 ou 4 posts comme ça, de trucs de jeux justement. Je n'ai pas compris tout de suite, j'ai mis un petit moment. En regardant sur Internet, Nicolas constate qu'un onglet est activé par défaut dans le téléphone prêté à Léon. Ça permet de faire des achats dans l'App Store pendant 15 minutes sans devoir remettre le code. Donc je me suis dit, pendant 15 minutes, il a pu télécharger des achats, alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit de le faire. J'ai tout de suite appelé ma femme pour la prévenir, pour pas qu'il ait accès au téléphone ou autre. Puis je me suis dit, on verra ça ce soir. Et il y a directement, d'ailleurs, dans la facture, un petit onglet qui marque qu'on peut contester ses achats. Donc ça m'a même pas trop inquiété. Quelques minutes plus tard, Nicolas reçoit une deuxième facture, de 70 francs cette fois. 170 francs d'achat en si peu de temps, c'est énorme. Nicolas rentre chez lui pour discuter avec Léon. Quand je suis arrivé, il savait déjà qu'il avait fait une énorme bêtise, il m'avait écrit un petit mot, il m'avait apporté ses économies, c'était 200 francs qu'il avait mis il avait écrit un petit mot, il avait écrit qu'il avait fait une grosse bêtise, il avait mis ses 200 francs dans cette petite enveloppe. Et en fait, c'était pas fini. Donc pendant le repas, j'ai reçu, comme les emails ont commencé à arriver, un 3e, 4e, 5e. Et en fait, on a reçu 32 emails d'Apple avec des montants 50, 70, 100 francs. Pour un total de 1740 francs. Donc voilà, ça c'était la crise. C'était une soirée terrible parce que Léon, du coup, il se rendait compte, pour lui, dans sa tête, il calculait ce qu'il allait devoir rembourser. Il reçoit 10 francs d'argent de poche par mois, donc il avait déjà calculé que pendant des années, il n'aurait plus d'argent de poche, qu'il allait travailler. C'était un moment assez dur parce qu'il a vraiment tout pris sur lui. Léon a joué 1 heure, bien au-delà des 15 minutes d'achat autorisé son mot de passe. Dans son jeu, il a acheté de la nourriture, des armes et des dinosaures virtuels. Mais l'argent dépensé, lui, était bien réel. Alors comment est-ce possible? Souvenez-vous, Nicolas a laissé Léon configurer son empreinte pour, pensait-il, juste déverrouiller l'écran de son téléphone. Mais si on ne désactive pas le bon onglet, cette empreinte devient le mot de passe et ça permet d'acheter sans compter dans les jeux via l'App Store. Et en fait, là, il faut des dollars comme ça. Mais les dollars, tu peux que acheter avec de l'argent. Comment tu sais si tu dépenses du vrai argent ou si c'est du faux argent? Bah, tu sais pas trop. C'est écrit quelque part, vous avez dépensé 200 francs ou... Non. Non, tu peux pas savoir, hein, c'est difficile à savoir. Tu penses c'est pourquoi que c'est difficile à savoir? Pour se faire arnaquer. Ce genre d'achat s'appelle des achats intégrés. C'est simple, trop simple, un jeu d'enfant. Ça peut aller très vite et ça peut coûter très cher. Mais c'est comme ça qu'ils se font un peu leur argent aussi. J'étais quand même un peu fâché contre Apple aussi, justement, que ce soit possible de faire des achats, en fait, jusqu'à la limite de la carte de crédit, sans qu'il y ait d'alerte, sans qu'il y ait de confirmation de code, sans qu'il y ait de blocage, sans qu'il y ait sur des achats d'enfants qui sont destinés 100% des enfants, et sur des achats énormes, quoi, illimités. Très énervé, Nicolas écrit à Apple. La réponse, standardisée, ne se fait pas attendre. Les achats ne seront pas remboursés. Pour moi, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. C'est pas possible. Et je lâche pas, quoi. Donc, j'ai cherché un numéro de contact d'Apple que j'ai pas trouvé parce que sur le web, il y a rien. Il y a pas de numéro de téléphone, il y a pas d'email, il y a rien. J'ai trouvé un numéro qui fonctionnait pas.
Donc après, je me suis dit, bon, j'ai appelé l'Apple Store de Rives, j'ai expliqué le cas. Pour la petite histoire, la personne que j'ai eu au bout du fil, très gentille, mais voilà, qui m'a dit je peux rien faire pour vous si ce n'est vous donner le numéro du support, m'a dit il m'est arrivé la même chose avec mon fils. Il a fait des achats en fait sans que je me rende compte. Donc il m'a dit effectivement c'est un problème connu. Voilà, ça m'est arrivé. Oui, le problème est connu chez Apple, qui a d'ailleurs prévu une fonctionnalité exprès pour bloquer les achats intégrés. Ça s'appelle temps d'écran. Comme son nom ne l'indique pas, temps d'écran permet aux parents d'instaurer un code à introduire avant chaque achat. Pour moi, temps d'écran, c'était juste le résumé de de mon activité sur le téléphone. C'est pas une sécurité, ni un contrôle, ni un verrouillage. C'est voilà, juste un compte-rendu de l'activité sur le téléphone. Ça vaut la peine de se plonger dans les nombreux paramètres de votre téléphone. Il est toujours possible de bloquer les achats intégrés. Encore faut-il comprendre comment ça marche. En tout cas, Léon, lui, est devenu un expert. On ne l'y reprendra plus. Bonsoir Natacha Catin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous travaillez pour l'association Rien ne va plus, active au niveau de la prévention en matière de jeux vidéo, de jeux d'argent. Quels conseils est-ce que vous pouvez donner aux parents pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation qu'on vient de voir ? Je pense qu'il faut déjà avoir un dialogue avec les jeunes pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils font, à quel moment et du coup qu'est-ce qu'ils achètent. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des outils de contrôle parental qui existent. Ils existent maintenant sur toutes les plateformes et même des fois à l'intérieur même des jeux. Donc ça, c'est des outils qu'on peut utiliser, mais il faut toujours les utiliser en accord avec le jeune ou en tout cas en ayant discuté avec le jeune pour l'avertir qu'on va faire ça. Ce qui permet après de pouvoir avoir un dialogue et de développer l'esprit critique en fait, des jeunes. Alors, beaucoup de discussions, il y a aussi des subtilités. Ces achats intégrés aujourd'hui, ce sont souvent ce qu'on appelle des loot box. Ça veut dire que le joueur dépense de l'argent pour acheter une sorte de paquet surprise. Il ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et là, on entre dans une dynamique de type casino en fait. Tout à fait. Les jeux vidéo, ça va être des objets culturels qui peuvent être vraiment extrêmement intéressants, mais il ne faut pas oublier que c'est une industrie qui est derrière. Et cette industrie, un des premiers buts, c'est de se faire de l'argent. Et pour ce faire, ils utilisent plusieurs mécanismes, dont effectivement ceux des casinos. Et les lootbox, c'est un exemple parfait, parce que c'est vraiment le principe d'une machine à sous. Et en plus, généralement, pour acheter ces lootbox, on va les acheter avec de la monnaie virtuelle. Le même principe des jetons de casino. Et ça peut faire entrer le joueur dans une dynamique addictive, en fait. Tout à fait, parce que le principe d'une machine à sous et le principe d'une loot box, c'est de pouvoir un peu... d'utiliser le mécanisme en fait, d'anticipation. Donc je vais anticiper, je vais me demander qu'est-ce qu'il y a derrière cette machine. Je vais me dire, peut-être que je vais avoir ce qui est rare ou pas. Généralement, je n'ai pas ce qui est rare. Et donc, qu'est-ce qui reste à faire ? Je vais en racheter une. Pas si innocent, d'ailleurs, la Belgique a interdit ces lootbox récemment. Tout à fait, la Belgique et les Pays-Bas aussi. Il y a de plus en plus de pays qui commencent à prendre le conscience du problème. Et c'est vrai que ça évolue très vite et c'est assez délicat. Mais pas la Suisse. Dernière question, on a vu l'exemple d'un enfant de 10 ans, mais vous me disiez, ce type d'achat et au niveau de la prévention, l'âge critique, c'est vraiment l'adolescence. L'adolescence est le moment où on peut développer l'esprit critique des jeunes pour qu'ils aient conscience en fait de ce qu'il y a derrière ces jeux, pour ensuite être critiques par rapport aux décisions qu'ils vont prendre eux. Et le but est donc d'être conscient que voilà, je vais acheter un objet dans un jeu parce que ça me fait plaisir. Et il n'y a aucun problème, mais il faut être conscient qu'aussi, des fois, on va peut-être acheter encore un pack et on n'aura pas vraiment, nous, pris la décision. Ça va être le jeu vidéo qui va presque nous obliger à acheter ça. Ouais, développement du sens critique déjà chez les jeunes, chez les adolescents. Merci beaucoup Natacha Catin. Merci à vous. Et très belle soirée à vous ici du côté de Genève. À vous aussi.